l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 6, le souffle de l'histoire. Si l'histoire raconte une histoire, si l'histoire est un récit conduit par un narrateur qu'on appelle historien, celui-ci ne laisse cependant pas libre cours à son imagination. Et cette vérité du passé qu'il entend transmettre est bien sûr soumise à contrôle et à vérification. Assurément, l'histoire entre parfois au service de l'idéologie. Elle n'est, en outre, jamais figée et réclame révision sur révision. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons, par exemple, qu'on n'en finit pas de réécrire l'histoire de la Révolution française, de Michelet à Furet, en passant par Lamartine, Marx, Gaucho et tant d'autres. Est-ce pour autant qu'il faut faire de l'histoire une catégorie de la fiction ? Bien non. En réalité, ce qui est en jeu, c'est la question de l'objectivité. Et l'objectivité de l'historien, bien sûr. Le terme d'objectivité, au sens propre, au fond, ne signifie pas grand-chose. En fait, la prétention d'un sujet à être ou à rester objectif est dérisoire. Comment puis-je mettre entre parenthèses le sujet que je suis quand je vise ou quand j'évoque un objet perçu ou tout simplement prélevé de la réalité ? Le sujet qui raconte ne peut pas s'empêcher d'être subjectif. Et proclamer son objectivité relève de l'imposture, ou disons-le, de la bêtise. Sauf que l'objectivité peut s'entendre de plusieurs façons, dans plusieurs sens. Notamment au sens épistémologique, c'est-à-dire à la manière des scientifiques. Alors attention, cela ne signifie pas que l'histoire est une science, encore moins une science exacte. De l'histoire, par exemple, on ne saurait tirer aucune loi, elle ne se répète jamais. L'histoire peut se répéter, écrit Marx, mais la première fois sous forme de tragédie, la deuxième fois sous forme de farce, et Marx de conclure qu'elle ne se répète jamais, mais plutôt qu'elle bégaie. L'histoire constitue plutôt ce qu'un historien très important du XXe siècle, Henri-Irénée Maroux, appelait un pôle de scientificité. Alors bien sûr, elle est mue par une intention scientifique. Mais l'historien ne semble pas pouvoir prétendre à la même objectivité que le physicien, étudiant la nature, puisqu'il doit ressusciter un passé absent et que pour y parvenir, il doit faire des choix, interpréter personnellement des documents. Néanmoins, l'historien peut imiter le scientifique, dans l'approche que ce dernier témoigne de l'objectivité précisément. Le scientifique assume en effet de fabriquer, d'être partie prenante dans la fabrication de l'objet de son étude, de son expérimentation, de son observation. Pour un scientifique, l'expérimentateur fait toujours partie intégrante de l'expérience. Le point de vue est toujours intégré à l'observation. Voilà ce qu'on appelle exactement l'objectivité au sens épistémologique. C'est en quelque sorte une subjectivité qui se sait, qui se traque, qui se place sous son propre contrôle. Cette subjectivité de l'historien trouve alors sa vérité et sa valeur. Voilà ce qu'en écrit Paul Ricoeur dans Histoire et vérité en 1955. Je cite : « La subjectivité mise en jeu n'est pas une subjectivité quelconque, mais précisément la subjectivité de l'historien. Le jugement d'importance, le complexe des schémas de causalité, le transfert dans un autre présent imaginé, la sympathie pour d'autres hommes, pour d'autres valeurs, et finalement cette capacité de rencontrer un autrui de jadis, tout cela confère à la subjectivité de l'historien une plus grande richesse d'harmonique que n'en comporte, par exemple, la subjectivité du physicien. » C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.